Alerte de décembre 2019. Bienvenue à l'écoute du magazine audio Alerte numéro 11 de décembre 2019. Nous vous présentons l'actualité du mois en matière fiscale, juridique et sociale. Avec ce magazine s'achèvent nos publications pour l'année 2019. Nous vous donnons rendez-vous début janvier pour le magazine spécial Loi de finances pour 2020. Passons d'abord en revue l'actualité fiscale. Résultat d'une société de personnes. Le résultat réalisé par une société de personnes est imposable entre les mains des associés présents à la clôture de l'exercice. En cas de cession de parts par un associé d'une société de fait, si les stipulations de l'acte de cession de parts de la société de fait relatives à la répartition des résultats imposables ne peuvent pas être directement invoquées devant le juge de l'impôt, elles n'en traduisent pas moins l'intention des parties qu'elles permettent d'apprécier. Du coup, l'intention de l'acte peut être recherchée pour déterminer quels sont les associés à la clôture de l'exercice. Valeur d'inscription de la clientèle à l'actif. L'administration peut tout à fait rectifier la valeur d'inscription du droit de présentation de la clientèle à l'actif du bilan en se fondant sur la méthode d'évaluation décrite dans l'acte de cession et correspondant par exemple à 70% du chiffre d'affaires de l'année de cession. Les sommes venant en déduction de l'indemnité de présentation de la clientèle correspondant à des produits constatés d'avance et à une provision pour congés payés, révèlent une compensation entre les parties. Elles doivent être regardées comme des éléments de détermination du prix de cession, mais elles sont sans incidence sur la valeur à laquelle doit être inscrite la clientèle à l'actif de la société. Nue propriété inscrite à l'actif. Lorsque la nue propriété d'un bien est inscrite à l'actif d'une entreprise, le Conseil d'État juge que la renonciation de l'usufruitier à son droit de jouissance se traduit par l'acquisition de droits nouveaux par le nu propriétaire. En effet, cette renonciation entraîne la reconstitution de la pleine propriété de ce bien entre les mains du nu propriétaire avant le terme normal de l'usufruit, c'est-à-dire avant la mort de l'usufruitier ou l'expiration du temps pour lequel il a été accordé. L'accroissement de l'actif de l'entreprise qui en résulte constitue un bénéfice imposable égal à la valeur de l'usufruit à la date de la renonciation. Évaluation de titres non cotés. La valeur vénale des titres d'une société non cotée doit être appréciée compte tenu de tous les éléments qui permettent d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L'évaluation des titres d'une telle société doit être effectuée par priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou à défaut de sociétés similaires. En l'absence de telles transactions, l'évaluation peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives, par exemple sur la méthode des flux de trésorerie actualisés. À ce sujet, le Conseil d'État a apporté un éclairage inédit sur les modalités d'évaluation de l'usufruit de titres de sociétés non cotées dans un contexte d'application par l'administration de la méthode d'évaluation des flux de trésorerie actualisés. Dans ce cas, l'évaluation de l'usufruit de titres doit se fonder non pas sur les résultats imposables prévisionnels de la société, mais sur ses distributions prévisionnelles. En effet, en cas de démembrement de droits sociaux,
l'usufruitier n'a droit qu'aux dividendes distribués. Oui, et 2 remarques à ce sujet. D'abord, les flux de trésorerie devant être actualisés sont ceux qui peuvent faire l'objet d'une distribution effective, tenant compte des remboursements d'emprunts et des mises en réserve. Et ensuite, le taux d'actualisation doit être alors celui du taux de rendement interne de l'investissement après impôt acquitté par le propriétaire des droits. Date de clôture d'un exercice. La modification de la date de clôture d'un exercice est opposable à l'administration si elle en a eu connaissance. Par exemple, parce que le CFE la lui a transmise ou si le procès-verbal de la délibération a été présenté à la formalité de l'enregistrement auprès de la recette des impôts. Plus-value et moins-value d'actifs. Le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 151 septies du CGI est notamment subordonné à la condition que le bien dont la cession a dégagé une plus-value ait été affecté à l'une des activités visées par cet article et que celle-ci ait été exercée à titre individuel pendant une période de 5 ans précédant la cession. Un jugement récent du Conseil d'État, dans une espèce originale, permet d'illustrer ce principe. Le voici. Un contribuable mineur a conçu et développé un site Internet. Dans un premier temps, cette activité a été exploitée par une entreprise individuelle créée par sa mère. 1 an plus tard, quelques mois après être devenu majeur, il a créé une société dont il était l'exploitant, l'entreprise individuelle étant alors radiée du RCS. Puis, 4 ans après, il cède le fonds de commerce de sa société et il place la plus-value résultant de cette cession sous le régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 151 septies du CGI. Dans un tel cas, le Conseil d'État a considéré que la plus-value de cession du fonds de commerce de cette société ne pouvait être exonérée car le contribuable n'avait pas exercé l'activité pendant au moins 5 ans, l'activité exercée avant l'année de création de la société ne pouvant être prise en compte dès lors qu'elle était exercée non par lui mais par sa mère. Certes, mais la solution aurait pu être différente si le fils avait demandé son émancipation, ce qui lui aurait permis d'exploiter lui-même l'entreprise, par exemple une URL dont il aurait été associé et gérant, et ceci sans méconnaître le code de commerce. Dans ce cas, en effet, la jurisprudence du Conseil d'État, qui retient l'exercice de l'activité elle-même et non ses modalités d'exercice, aurait pu être appliquée pour le bénéfice de l'article 151 septies. Provision pour garantie. Une provision constituée par un concessionnaire automobile pour engagement de reprise des véhicules cédés à des clients doit s'analyser comme une provision pour perte et non comme une provision pour charge, compte tenu des modalités d'évaluation choisies par la société. Ces modalités ont été déterminées par l'écart entre le prix de rachat du véhicule et sa valeur probable de revente au jour de son rachat. Dès lors, la société a entendu anticiper un événement de nature à diminuer son bénéfice au cours d'un exercice futur lié à la perte qui serait générée par sa revente à un prix inférieur au prix de rachat, et non pas à la charge que représenterait le rachat d'un véhicule en exécution d'une clause d'engagement de reprise. La société ne saurait donc en tout état de cause se prévaloir de ce que la provision remplit les conditions de déductibilité des provisions pour charge. IS, apport partiel d'actifs. Lorsqu'une société procède à un apport partiel d'actifs au profit d'une autre société et que cette opération est soumise au régime juridique des scissions de société, la société apporteuse reste, sauf dérogation, solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière. Le Conseil d'État juge qu'il en résulte
que la société apporteuse et la société bénéficiaire de l'apport deviennent débitrices solidaires des impositions relatives à la branche d'activité concernée, dont le fait générateur est antérieur à la réalisation de l'apport, et ce, bien que la société apporteuse conserve seule la qualité de redevable légale de ces impositions. Et notez que cette décision tire les conséquences du principe de solidarité retenu par la Cour de cassation pour notamment considérer que le bénéficiaire de l'apport reconnu débiteur solidaire d'un impôt a la qualité pour contester le bien fondé de cet impôt dans la limite des sommes dont il peut être déclaré redevable au titre de cette solidarité. IS, titre prêté et régime mère-fille. Les dividendes perçus par une société à raison des titres qui lui sont prêtés peuvent bénéficier du régime des sociétés mères et filiales dès lors que ces derniers font l'objet d'un droit à dividende. Plus-value de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux. Pour le calcul de l'impôt sur le revenu au barème progressif, mais pas au prélèvement forfaitaire unique, les plus-values sur droits sociaux réalisées par les particuliers peuvent être réduites d'un abattement pouvant aller de 50 à 85% en fonction de la durée de détention, lorsqu'elles portent sur des titres de PME de moins de 10 ans au moment de leur acquisition ou de leur souscription. Cet abattement, dit renforcé, s'applique aux cessions d'actions ou parts de PME de moins de 10 ans, à la condition notamment que la société dont les titres sont cédés ne soit pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activité préexistante. Quid alors de la circonstance que le cédant ait apporté ou vendu un fonds de commerce qu'il a créé à la société dont les titres sont cédés? Bien, pour le ministre de l'Économie et des Finances, l'abattement renforcé reste applicable lorsque, d'une part, l'apport par le contribuable de son entreprise individuelle est intervenu moins de 10 ans après qu'il a créé cette entreprise, qui constituait elle-même une PME à la date de l'apport et n'était pas issue d'une activité préexistante à sa création, et d'autre part, la société bénéficiaire de l'apport est créée par le contribuable au moment de cet apport, avec pour objet exclusif la poursuite de l'activité de son entreprise individuelle, sans extension ni création d'activités nouvelles. Abattement fixe et rémunération du dirigeant. Le dispositif de l'abattement fixe de 500 000 € s'applique sous condition aux plus-values réalisées par des dirigeants de PME qui cèdent leurs titres lors de leur départ à la retraite, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2022. Pour bénéficier de cet abattement, le cédant doit notamment avoir exercé une fonction de direction dans la société dont les titres ou droits sont cédés. La rémunération reçue au titre de cette fonction de direction doit être normale et représenter plus de la moitié des revenus professionnels de l'intéressé. Pour déterminer le montant de la rémunération, l'allocation d'aide au retour à l'emploi, l'ARE, ne peut pas être considérée comme une rémunération perçue au titre de la fonction de dirigeant. Par conséquent, pour la détermination de la fraction des revenus professionnels correspondant à la rémunération de la fonction de direction, l'ARE ne doit être prise en compte ni au numérateur ni au dénominateur. Abattement dirigeant et cession de l'activité. Pour bénéficier de l'abattement dirigeant de 500 000 €, le cédant doit cesser ses fonctions dans la société cédée et prendre sa retraite au cours de la période de 4 ans, allant de 2 ans avant à 2 ans après la cession. Le Conseil d'État vient de préciser que ces dispositions légales n'imposent ni que la cessation de fonction intervienne avant la mise à la retraite ou inversement,
ni que ces deux événements interviennent tous deux soit avant, soit après la cession, ni qu'ils se succèdent dans un délai plus rapproché que la période de 4 années. Du coup, il convient de se placer à la date de la cession pour apprécier si la double condition, cessation de fonction et départ à la retraite, est remplie. La cessation de fonction et le départ à la retraite peuvent légalement intervenir l'un avant la cession, l'autre après, et non pas uniquement soit avant, soit après la cession. La cessation de fonction et le départ à la retraite peuvent intervenir à tout moment au cours de la période précitée, y compris le jour de la cession. Il peut s'écouler jusqu'à 4 ans entre ces deux événements, la cession se situant dans ce cas au milieu des deux. Oui, et cette décision favorable, qui infirme la doctrine administrative, a été rendue pour l'application du régime en vigueur jusqu'en 2013. Mais elle est transposable pour l'application du régime en vigueur de 2014 à 2017 et aussi pour l'application du régime actuel avec l'abattement fixe. Plus-value sur bien meuble. Un contribuable a trouvé sur la voie publique un reçu d'une combinaison gagnante au jeu de l'euro-million. Le joueur effectif, qui avait égaré le reçu, a pu fournir tous les éléments de nature à établir qu'il était l'acheteur du billet. Et en application d'un protocole d'accord transactionnel, le porteur du reçu gagnant a perçu une indemnité en contrepartie de sa restitution à l'acheteur. Est-il imposable au titre de cette indemnité ? Non, cet accord transactionnel n'a pas le caractère d'un acte par lequel l'intéressé a cédé à titre onéreux le reçu ou des droits attachés au reçu. Le règlement du jeu de l'euro-million s'oppose en effet à ce que la personne en possession du reçu soit regardée comme son propriétaire. L'administration ne peut donc pas imposer l'indemnité litigieuse dans la catégorie des plus-values mobilières, ni d'ailleurs dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, car le profit en cause est isolé et il n'est pas par nature susceptible de se renouveler. Preuve de la fraude à la TVA. Face à un danger systémique pour le régime de TVA, la CJUE a posé le principe qu'un assujetti doit être privé de ses droits lorsqu'il savait ou aurait dû savoir que l'opération en cause était impliquée dans un circuit frauduleux. À cet effet, dans le contexte hors norme des carrousels ayant sinistré le marché du CO2, une nouvelle décision du Conseil d'État apporte un complément d'éclairage sur le cadre procédural qui s'impose à l'administration et aux juges. Ainsi, le Conseil d'État estime que la preuve de la fraude en matière de TVA, qui incombe à l'administration, doit être étayée d'éléments objectifs. Elle ne peut donc pas être établie par la seule référence aux mentions de la proposition de rectification. En conséquence, les juges ne peuvent estimer que les mentions de la proposition de rectification font foi jusqu'à preuve du contraire, et que, concernant l'existence de la fraude, seul l'assujetti est susceptible d'établir que les fournisseurs ont déclaré et payé la taxe. Cessation d'activité et désaffectation définitive des biens. La TVA initialement déduite par un assujetti lui est en principe définitivement acquise. Toutefois, la taxe déduite au titre de l'acquisition de biens immobilisés doit notamment faire l'objet de régularisations dites globales qui sont déclenchées par la survenance de certains événements avant l'expiration de la période de régularisation fixée à 5 ans pour les biens meubles et à 20 ans pour les immeubles. Ainsi, en cas de cessation d'activité, la régularisation de la TVA déduite au titre des immobilisations doit être effectuée. Mais notez bien qu'elle n'est exigible qu'à compter de la désaffectation définitive du bien à une opération taxable. La régularisation ne peut donc être exigée tant que le sort final du bien n'est pas définitivement établi.
Actualité juridique du mois. SAS, autorisation d'une convention réglementée. La grande liberté de rédaction des statuts dont disposent les associés de SAS leur permet de s'inspirer du régime de la SA, voire d'y renvoyer, mais prudence en la matière. Lorsque les statuts d'une SAS renvoient aux règles de la SA, la procédure des conventions réglementées de la SA doit s'appliquer, autorisation préalable du conseil de surveillance. De ce fait, le dirigeant de la SAS peut être reconnu coupable d'abus de biens sociaux pour ne pas l'avoir respecté. Faute pénale intentionnelle du dirigeant. La faute pénale intentionnelle commise par un dirigeant, même dans le cadre de ses fonctions, est par essence détachable de celle-ci. Elle constitue un acte personnel dont il doit assumer seul les conséquences. Dès lors, envers les tiers, le dirigeant engage sa responsabilité civile et envers la société, il doit assumer personnellement les conséquences de sa faute sans possibilité de se retourner contre elle, même si l'acte fautif a été commis dans le cadre de ses fonctions. Une illustration. Le gérant d'une société en nom collectif, reconnu coupable de complicité d'abus de biens sociaux au préjudice d'une société tierce, est condamné à payer des dommages-intérêts à celle-ci. Soutenant avoir agi au nom et pour le compte de la SNC, il lui réclame le remboursement des sommes ainsi versées. Sa demande a été rejetée. Le gérant avait été définitivement jugé coupable de complicité d'abus de biens sociaux et cette faute impliquait un usage illicite des biens de la société qu'il dirige. Du coup, le gérant ne pouvait pas se retourner contre la SNC pour lui faire supporter les conséquences de cette faute, qui est un acte personnel, que ce soit vis-à-vis des tiers ou de la société au nom de laquelle il avait cru devoir agir. Report de cessation des paiements. Le dirigeant social n'est tenu au paiement de la dette fiscale de la société que dans la mesure où son recouvrement sur celle-ci est devenu impossible. La date du report de la cessation des paiements d'une société en liquidation judiciaire marque le début de la période d'insolvabilité de la société, durant laquelle le recouvrement de ses impôts est impossible. Le fisc peut alors agir en responsabilité contre le dirigeant. Cumul de sanctions. Pour la Cour de cassation, ne méconnaît pas les principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des peines, l'application combinée des dispositions prévoyant des sanctions pénales, des pénalités fiscales, une condamnation à combler le passif et le prononcé de la faillite personnelle à l'encontre d'un dirigeant social. Extrait cabis numérique gratuit. Les greffiers des tribunaux de commerce s'étaient engagés début 2019 à offrir à tous les dirigeants sociaux un accès en ligne gratuit et illimité à leur cabis numérique. C'est désormais chose faite. Il suffit aux dirigeants intéressés d'activer sur l'espace en ligne monidenom.fr leur identité numérique qui leur permet de s'identifier auprès de tous les sites partenaires. Le dirigeant peut alors se connecter en toute sécurité à son espace personnel grâce à cet identifiant pour demander son cabis numérique. Dématérialisation des registres des sociétés commerciales. Seuls les procès-verbaux des décisions des associés de SAS ainsi que le registre répertoriant les décisions de l'associé unique de SASU pouvaient jusqu'ici revêtir une forme électronique. Un décret récent étend aux autres formes sociales cette possibilité. Ainsi, depuis le 4 novembre 2019, les sociétés commerciales peuvent tenir de manière dématérialisée leur registre des procès-verbaux ou le registre des décisions dans les sociétés unipersonnelles. Sont concernés
Les procès-verbaux des assemblées et des consultations écrites des associés de sociétés en nom collectif et de sociétés en commandite simple, ainsi que le registre sur lequel ils sont consignés. Les procès-verbaux des assemblées et des consultations écrites des associés de SARL et le registre sur lequel ils sont consignés. Le registre répertoriant les décisions de l'associé unique de URL ainsi que les décisions qui y sont consignées et la mention des conventions réglementées portées sur ce même registre. Le registre de présence des réunions du conseil d'administration et du conseil de surveillance de sociétés anonymes, ainsi que les procès-verbaux des délibérations de ces organes et le registre sur lequel ils sont conservés. Les procès-verbaux des assemblées générales de SA et de sociétés en commandite par action, ainsi que le registre sur lequel ils sont consignés. Le registre des décisions collectives des associés de sociétés civiles, ainsi que les procès-verbaux des assemblées et des consultations écrites des associés qui y sont conservés, et la mention des décisions des associés résultant d'un acte porté sur ce même registre. Notez qu'il convient, à notre avis, d'étendre par analogie cette règle aux décisions des associés de SNC, de SCS et de SARL résultant d'un acte. Notez que la certification par signature électronique des copies ou des procès-verbaux des délibérations des organes sociaux dans les sociétés commerciales est autorisée. Oui, et la réalisation d'une signature électronique suppose l'obtention préalable d'un certificat de signature électronique qui est délivré par des prestataires de services de certification électronique qualifiés. On peut citer CERT Europe, CERT INIA, CERT Inomis, etc. Et pour obtenir un certificat, il convient de se rapprocher de l'un de ces prestataires et une fois obtenu, il suffit de passer par la plateforme de dématérialisation. Notez enfin que le décret introduit la faculté de tenir sous forme électronique le livre des recettes et le registre des achats des commerçants relevant du régime fiscal de la micro-entreprise. Grave maladie d'un co-contractant. Sauf en cas de force majeure, le vendeur qui n'a pas signé l'acte de vente dans le délai convenu ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la maladie qui le frappe, et ce, dans tous les types de contrats. Il sera alors condamné à payer le montant de la clause pénale existante si les caractéristiques de la force majeure ne sont pas réunies, c'est-à-dire s'il ne prouve pas que sa maladie constitue un cas de force majeure imprévisible et irrésistible. Bail commercial et droit de repentir. Le propriétaire d'un local commercial qui refuse le renouvellement du bail commercial bénéficie d'un droit de repentir qui lui permet de revenir sur sa décision et d'accepter le renouvellement du bail sans avoir à verser une indemnité d'éviction. Dans ce cas, l'exercice par le propriétaire de son droit de repentir ne peut pas comporter la proposition d'un nouveau bail incluant une modification substantielle des modalités de fixation du loyer. Indemnité d'éviction. L'indemnité d'éviction que le bailleur doit verser au locataire évincé en cas de refus de renouvellement du bail doit être égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Lorsque le locataire sous-loue une partie des locaux loués et continue d'exploiter un fonds de commerce dans l'autre partie, il a droit à une indemnité seulement pour la partie des locaux qu'il exploite. Il ne peut pas prétendre à une indemnité pour la partie distincte des lieux dans laquelle le sous-locataire exploite un fonds de commerce différent. Voici l'actualité sociale du mois. Pas de contrat de travail sans lien de subordination. Une personne exerce une activité commerciale en étant inscrite en qualité d'auto-entrepreneur.
Elle effectue des prestations au profit d'une société, gère son emploi du temps, hormis des réunions et visites ponctuelles, et ne reçoit de la société aucun ordre ni directive précise. Les objectifs qui lui ont été indiqués ne font l'objet d'aucun contrôle et d'aucune sanction. Dans ce contexte, une cour d'appel, approuvée par la Cour de cassation, a pu en déduire l'absence de lien de subordination et donc de contrat de travail entre cet auto-entrepreneur et la société. Contrat de travail non fictif. Pour la Cour d'appel d'Agen, toutes les circonstances suivantes sont insuffisantes pour démontrer la qualité de gérant de fait d'une SARL et donc le caractère fictif de son contrat de travail. La détention de parts sociales de la société et d'un compte courant d'associés. L'existence éventuelle de relations affectives avec la gérante de droit. Le fait que celle-ci dirige également une société dans une autre ville. La prise habituelle de commande auprès d'un fournisseur avec la carte de la société. L'encaissement par l'intéressé sur son compte d'un chèque remis par un client à destination de l'entreprise. Et le fait que le contrat de travail n'a pas fait l'objet de l'agrément imposé par les dispositions légales pour les conventions conclues entre la société et un associé. Taux réduit de cotisation d'accident du travail. À compter du 1er janvier 2020, le taux bureau, qui correspond au taux réduit de cotisation d'accident du travail pour le personnel administratif, sera supprimé et remplacé par un nouveau dispositif, le taux fonction support de nature administrative. Réservé aux entreprises en taux collectif, moins de 20 salariés, et en taux mixte de 20 à moins de 150 salariés, celui-ci peut aussi concerner des entreprises qui, jusqu'alors, ne bénéficiaient pas du taux bureau. Les entreprises doivent en faire la demande en adressant à leur caisse régionale, CARSAT, CRAMIF, CGSS, un questionnaire téléchargeable sur le site amélie.fr, dûment complété, ainsi que le plan détaillé de l'implantation de l'établissement concerné par leur demande. Attention, cette demande devra être faite avant le 30 décembre 2019 au plus tard, pour prendre effet au 1er janvier 2020. Indemnisation du harcèlement moral. La législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l'attribution de dommages-intérêts aux salariés en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son accident du travail par la sécurité sociale. Durée du travail. C'est au salarié d'étayer sa demande de paiement d'heures de travail par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Dans ce cas, il n'est absolument pas fait obligation au salarié, pour satisfaire à cette exigence, de produire un décompte hebdomadaire. Est donc par exemple de nature à étayer la demande du salarié la production d'un décompte des heures qu'il soutient avoir réalisées, calculé mois par mois, même sans explication ni indication complémentaire. Arrêt de travail. Un employeur, pendant l'arrêt de travail pour maladie du salarié et après avoir avisé ce dernier plusieurs semaines auparavant, a récupéré le téléphone portable attribué à l'intéressé pour un usage professionnel et a supprimé sa ligne téléphonique sans possibilité de conservation du numéro. Pour les juges, en agissant de la sorte, l'employeur ne commet pas une faute susceptible de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts. Résiliation judiciaire du contrat de travail. En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date, le contrat de travail n'a pas été rompu
et que le salarié est toujours au service de son employeur. Par ailleurs, notez que le juge judiciaire, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, ne peut pas prononcer la rupture de ce contrat de travail s'il estime que les manquements de l'employeur ne sont pas établis. Il peut seulement débouter le salarié de sa demande. Autrement dit, le juge ne peut pas prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au tort du salarié. Clause de mobilité inapplicable. Dans la mise en œuvre d'une clause de mobilité, l'employeur ne peut ignorer totalement la situation personnelle et familiale du salarié. Ainsi, une salariée a pu légitimement refuser les affectations proposées à l'issue de son congé parental d'éducation, qui lui auraient imposé des horaires et des trajets manifestement incompatibles avec sa situation de mère d'un jeune enfant, qu'il n'était pas possible de faire garder à 4h30 ou 5h du matin, heure de départ imposée par les horaires d'embauche des 2 postes, 6 heures, et leur localisation géographique impliquant 1 heure de transport. La société ne justifiant par aucune pièce l'impossibilité de trouver une alternative plus adaptée à la situation de la salariée, soit en termes d'horaire de travail, soit en termes de localisation, alors qu'elle emploie plus de 13 000 salariés en Île-de-France où elle dispose de 8 agences, le licenciement de l'intéressé motivé par le refus de ces postes a été jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Licenciement pour refus d'une modification liée à un nouveau mode d'organisation. On sait que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. Cela étant, est sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié consécutif à son refus d'une modification de son contrat, dès lors que celle-ci est motivée par la volonté de l'employeur de mettre en place un nouveau mode d'organisation de la durée du travail du personnel et d'instaurer de nouvelles modalités de rémunération, sans qu'il soit allégué que la mise en œuvre de ces règles résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques, ou qu'elle était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Faute de gestion de l'employeur et licenciement. Toute faute de gestion de l'employeur ne prive pas forcément un licenciement de cause réelle et sérieuse. Dès lors, pour la Chambre sociale de la Cour de cassation, la jurisprudence constante actuelle repose sur une analyse erronée en ce qu'elle condamne automatiquement l'employeur en cas de faute de gestion de sa part, même si cette faute est dépourvue de lien de causalité direct et certain avec les difficultés économiques. Faute grave. Voici 2 illustrations de comportements conduisant à un licenciement pour faute grave. D'abord, commettre une faute grave justifiant son licenciement immédiat, le chef d'atelier qui effectue régulièrement sur son lieu de travail, pendant son temps de travail, avec le personnel et le matériel de l'entreprise, des réparations dont il tire profit au détriment de l'entreprise, en entraînant les autres salariés et en achetant leur silence en distribuant des pourboires. De même, et fondé sur une faute grave, le licenciement d'un comptable salarié qui a manqué à son obligation de loyauté en participant activement à la création d'une société concurrente à celle d'une filiale de la holding dont il était salarié. Contrôle URSSAF, audition des salariés. Les auditions auxquelles les agents de contrôle sont habilités à procéder dans le cadre de la recherche des infractions constitutives de travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues, même si leurs propos ne font pas l'objet d'un procès-verbal. Notez bien que ne peut pas valoir consentement explicite le fait que la personne auditionnée
se soit déplacé dans les locaux de l'URSSAF en répondant à la convocation qui lui a été adressée. Contrôle URSSAF, délai de réponse de l'employeur aux observations. Plusieurs modifications viennent d'être apportées par décret à la procédure de contrôle URSSAF. La plus importante d'entre elles est la possibilité pour le cotisant de demander à disposer de 60 jours au lieu de 30 pour répondre à la lettre d'observation. Notez qu'à défaut de réponse de l'URSSAF à la demande du cotisant, la prolongation du délai est considérée comme acceptée. L'URSSAF qui refuse la demande de prolongation de son délai de réponse à l'employeur devra motiver sa décision. Et de tels refus pourraient fort être source d'un futur contentieux abondant. Pour rappel, signalons que le cotisant ne peut pas demander la prolongation de son délai de réponse en cas de mise en œuvre de la procédure d'abus de droit ou en cas de constat des infractions suivantes: travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'œuvre et emploi d'étrangers non autorisés à travailler. Au terme de ce magazine, nous vous remercions de votre attention et nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année. Nous espérons bien vous retrouver en janvier prochain pour vous présenter les lois de finances pour 2020. À bientôt!